Chaque année en France, plus de 50 000 hommes se voient annoncer un cancer de la prostate. Au choc du diagnostic s'ajoute la crainte des répercussions possibles des traitements, notamment l'incontinence urinaire. Un sujet encore tabou, mais osons en parler. C'est l'objectif de cette émission. L'incontinence, est-ce une fatalité avec un cancer de la prostate? Non, il existe des solutions. Vous allez les découvrir grâce à mes invités que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau et que je vais vous présenter sans plus tarder. Docteur Cédric Lebac, vous êtes chirurgien urologue au CHU de Kremlin-Bicêtre, près de Paris. Anne Bouchardy, kinésithérapeute, spécialisée dans la rééducation à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Giacomo Di Falco, psycho-oncologue dans le service de cancérologie du CHU de Lille. Et Fabrice Bossart, vous êtes patient, vous avez eu un cancer de la prostate en 2016. Vous êtes secrétaire de l'association Sérum, qui est partenaire de cette émission et qui vient en aide aux hommes atteints de cancer. Elle propose un programme annuel intitulé « Prostate, mode d'emploi ». En quoi consiste-t-il ? Bonjour. C'est un programme qui nous tient à cœur chez Sérum, sur lequel on travaille depuis un moment, en partenariat d'ailleurs avec Bayer, qui nous soutient dans ces travaux. C'est un programme co-construit, ça c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Effectivement, il y a nécessité de parler plus que jamais de ces cancers de la prostate. Comme vous l'avez dit, c'est un cancer très fréquent, c'est le premier cancer masculin, le troisième cancer le plus mortel après le poumon et le cancer colorectal. Et je ne vais pas casser l'ambiance d'entrée, mais il y a encore aujourd'hui en France un homme qui meurt toutes les heures pratiquement du cancer de la prostate. Donc, il y a deux sujets, il y a la maladie elle-même, et puis il y a les effets de ces maladies. Et les hommes ont besoin d'être accompagnés, pour ceux qui le souhaitent, qui font la démarche de l'être, ont besoin d'être accompagnés pour appréhender cette maladie, qui n'est vraiment pas anodine, et également pour accompagner les éventuels effets plus ou moins longs dans le cadre de leur parcours. Et donc, c'est l'objectif de ce programme. C'est l'objectif de ce programme que d'aller vers les patients, leurs proches, le grand public, les professionnels de santé aussi peut-être, parce que je pense que c'est très important de s'écouter les uns les autres, et d'aller porter du message et susciter le souhait d'échanger, de parler, de trouver des solutions. Alors bien sûr, nous allons revenir en détail sur ces sujets, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse préciser avec vous, docteur Lebac, ce qu'est un cancer de la prostate, deux, quels sont les traitements qui peuvent provoquer une incontinence ou des fuites urinaires, puisque c'est le sujet de notre émission. Oui, alors d'abord, bonjour à tous, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette émission. En effet, moi je suis chirurgien urologue et andrologue, et je suis surtout spécialisé dans la prévention et la qualité de la prise en charge des cancers localisés, plus que dans la chirurgie de l'incontinence, dont on va parler aujourd'hui. Donc, cancer de la prostate, donc c'est les cellules de la prostate qui deviennent un peu incontrôlées et qui se transforment en cancer. Il n'y a pas un seul cancer de la prostate, il y en a plusieurs quand on considère les stades. Ça va du cancer localisé, simplement à la prostate, aux métastases, quand le cancer de la prostate est vraiment parti dans les ganglions, dans le poumon, dans les os, ou au cancer localement avancé, c'est-à-dire qu'il a envahi la zone qui est autour de la prostate. Et donc, quels sont les traitements, puisque une fois qu'on a dit au patient quel était le stade du cancer dont il était atteint, on va lui proposer des traitements. Quels sont les traitements qui peuvent être délétères pour la continence? Voilà, alors quand on parle de continence, on parle plutôt des cancers localisés ou localement avancés. Le principal pouvoir d'incontinence, c'est évidemment la prostatectomie radicale, donc la chirurgie, qui va aller léser les nerfs qui sont autour de la prostate et qui sont responsables du contrôle du muscle qui va aller fermer l'urètre. Et donc on peut également, pendant la chirurgie, atteindre ces muscles ou l'urètre en elle-même. Il y a également, comme autre traitement possible, la radiothérapie, qui peut être, là c'est plus rare, responsable par elle-même d'une incontinence, mais surtout bloquer la récupération de la continence lorsqu'elle est appliquée après une chirurgie et trop tôt avant la récupération de la continence.
Alors, est-ce que le cancer de la prostate en lui-même peut être un élément favorisant de cette incontinence ou s'agit-il vraiment d'effets secondaires de la chirurgie et de la radiothérapie? Alors, malheureusement, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui, lorsqu'il est localisé, ne donne pas de symptômes. Donc, les patients ne vont pas avoir de difficultés à uriner ou même d'incontinence avant le traitement. Et donc, les traitements qu'on va leur proposer va malheureusement être la cause de ce problème d'incontinence, alors qu'initialement, ils ne se prenaient pas de symptômes. Donc, c'est important de les prendre en charge et de les prévenir avant de les traiter. Est-ce que certains types de chirurgie sont plus délétères que d'autres, puisqu'il y a plusieurs façons d'opérer un patient? On utilise par exemple aujourd'hui le robot chirurgical dans certains cas. Est-ce que ça peut aider à diminuer le risque d'effet secondaire, enfin de cet effet secondaire-là en particulier? Alors, plus que la technique, c'est surtout l'approche chirurgicale. C'est-à-dire qu'on va essayer de préserver les bandelettes vasculo-nerveuses qui sont autour de la prostate, que ce soit par voie ouverte ou par voie laparoscopique robot-assistée. C'est-à-dire par voie mini-invasive? Voilà, par voie mini-invasive, que ce soit en célioscopie ou célioscopie assistée par robot. Là, le robot fait peut-être mieux lorsqu'on choisit la voie mini-invasive. Il vaut peut-être mieux parfois choisir d'être opéré par voie ouverte plutôt que par voie mini-invasive s'il n'y a pas de robot. Parce que le robot permet de mieux préserver ces bandelettes vasculo-nerveuses lorsque c'est possible, encore une fois. Anne Bouchardy, alors on parle d'incontinence, c'est un mot bien général, mais il y a plusieurs types d'incontinence. Lesquels? Et est-ce qu'on parle aussi d'incontinence lorsqu'on doit évoquer des fuites urinaires? Oui, alors l'incontinence et fuite urinaire, c'est la même chose. Il existe trois principaux types d'incontinence urinaire. La première, ça va être l'incontinence urinaire d'effort. C'est principalement la suite des interventions sur la prostate, c'est ce qui se produit. C'est des fuites qui sont produites sur des efforts. Donc ça peut être des efforts minimes, des fuites à la toux. Par exemple, porter une lourde charge, se mettre à courir. Exactement, porter une lourde charge, éternuer, tousser. C'est également des fuites qu'on va retrouver en fin de journée sur une fatigue du muscle du périnée. Et c'est des fuites qui ne sont pas du tout liées à un besoin d'uriner. Donc ça, c'est la première sorte d'incontinence. La deuxième, ça va être des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale. Donc ça, c'est plus des fuites qui vont survenir au repos sur des envies pressantes d'uriner. Donc il va y avoir quelques fuites quand les patients ont besoin d'uriner. Et puis le troisième type d'incontinence, c'est un mixte des deux. C'est à la fois à l'effort et également par hyperactivité vésicale. Alors Fabrice Bossart, aidez-nous à briser les tabous, puisque c'est ce que nous avons annoncé en début d'émission. Aidez-nous à briser ces tabous sur l'incontinence urinaire liée au traitement du cancer de la prostate. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment l'avez-vous vécu? Alors, moi j'ai été diagnostiqué un cancer en 2016, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il y a deux niveaux d'enjeu. Le premier, c'est la compréhension, la connaissance des traitements et des effets possibles. Et le deuxième, c'est la prise en charge des effets s'ils se présentent. Alors dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne prise en charge. En fait, parce que je m'explique. Dans un premier temps, l'urologue, un radio-oncologue m'ont vraiment pris du temps pour m'expliquer les différents types de traitements possibles. Et à chaque fois, m'ont expliqué les éventuels effets indésirables, comme le disait le docteur Lebac. Donc c'est en connaissance de cause que j'ai choisi la prostatectomie radicale, en sachant qu'effectivement, il pouvait y avoir des effets plus ou moins longs, plus ou moins définitifs, qui touchent essentiellement la sexualité ou l'incontinence urinaire. Le deuxième temps, qui a été essentiel aussi, c'est que j'ai commencé à faire de la kiné, donc là c'est avant la chirurgie, du renforcement musculaire, avant l'opération. Voilà. En parallèle de ça, on y reviendra peut-être, j'ai vu une psycho-oncologue à 2 reprises avant la chirurgie, mais ça fait partie d'un protocole de prise en charge du chirurgien qui m'a opéré. Et je pense, je pense que le bénéfice était intéressant parce qu'ensuite, après la chirurgie, au bout de 2 mois, j'étais pratiquement tranquille sur les sujets d'incontinence urinaire qui sont à peu près inévitables, je crois, après ces chirurgies. Mais j'en étais prévenu. Voilà. J'ai continué à la kiné, j'ai fait 20 ou 25 séances de kiné après la chirurgie. J'ai été tranquille.
J'ai dû refaire des séances de kiné 2 ans plus tard, parce qu'à l'occasion d'une récidive, il y a eu de la radiothérapie. Et effectivement, là, il y a à nouveau eu des petits épisodes à l'effort, en bricolant, accroupi, etc., qui sont passés aussi grâce à la rééducation. Giacomo Di Falco, est-ce que l'incontinence qui découle de ces traitements peut générer des troubles anxieux, voire des dépressions quand on n'a pas été peut-être aussi bien informé que Fabrice Bossart? Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ces conséquences post-opératoires, comme peuvent être l'incontinence ou les problèmes érectiles, mais là c'est d'incontinence dont il s'agit, ces conséquences viennent s'installer sur un terrain déjà fragilisé par l'annonce. Donc généralement on est quelques semaines ou quelques mois après l'annonce, et déjà ce que fait une annonce, c'est qu'elle vient refonder complètement tout le système de croyance d'une personne. On dit généralement que c'est un choc psychologique énorme, comme un traumatisme, qu'on se retrouve en état de stress post-traumatique. Le mot cancer fait très peur. Il fait évidemment penser à la mort, même quand il s'agit de quelque chose d'opérable, etc. Ça fait quand même tout de suite, dans notre image, dans nos représentations collectives, ça fait penser à ça. Et beaucoup de patients me parlent d'une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc, effectivement, quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une fois qu'on a été opéré et que les choses semblent rentrer dans l'ordre, on a envie qu'elles rentrent vraiment dans l'ordre. Et on a envie de récupérer sa vie, ses projets. Ça peut aussi, bien évidemment, gêner les projets. Chez les personnes qui font du sport, chez les personnes qui font du vélo, chez les personnes qui ont toutes Donc ces activités. l'incontinence peut être un peu contradictoire avec tous ces projets de vie. Ça peut être un problème, et ces projets, évidemment, augmentent la qualité de vie d'une personne. Et s'ils ne sont plus là, la qualité de vie diminue. Et ça peut conduire à un syndrome dépressif à un moment donné. Docteur Lebac, l'incontinence est-elle passagère dans tous les cas ou est-ce qu'elle peut être définitive? Alors, en effet, l'incontinence liée au traitement des cancers de la prostate peut être soit passagère, soit définitive. Celle qui est passagère, c'est plutôt lié à une inflammation liée à la cicatrisation de l'anastomose de la couture entre la vessie et l'urètre, qui, lorsque celle-ci est acquise, la continence va venir avec. En fait, la reconstruction des muscles de soutien qui sont autour de l'urètre va permettre de récupérer cette continence. Et la récupération est surtout accélérée par cette rééducation. Ça, c'est la continence immédiate que l'on considère à 3 mois. Et en fait, c'est-à-dire qu'elle va durer 3 mois, puis il y aura un retour à la normale grâce à la rééducation? On l'évalue à 3 mois, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire oui, donc vous l'évaluez, d'accord. Voilà, on l'évalue à 3 mois. Mais elle va durer combien de temps, au fond, en moyenne? En moyenne, à 3 mois, il n'y a plus que 28% des gens qui ont encore une incontinence. Donc, ils ont déjà débuté la rééducation que l'on débute en général 15 jours après la chirurgie, après avoir fait 1 à 2 séances avant la chirurgie. Donc, à 3 mois, il y a 30% des gens qui ont encore une incontinence. Et ensuite, à long terme, c'est-à-dire à 1 an, là, on n'est plus qu'à 10%. Et c'est ces gens-là que l'on va considérer comme une incontinence définitive, où il faudra envisager les solutions thérapeutiques, cette fois chirurgicales. D'accord. Alors, avant de vous interroger les uns et les autres sur les solutions qui existent pour accompagner les patients, j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur ce point délicat. Pourquoi les hommes ont-ils autant de difficultés à s'exprimer sur ce sujet comparativement aux femmes, par exemple, dont la parole s'est libérée? Fabrice Bossart, vous avez osé en parler publiquement, mais est-ce que... même si vous avez été bien accompagné par votre médecin, est-ce que vous êtes passé par une phase de silence, voire de honte? Alors de honte, non. De silence, de doute, de colère, oui. C'est pas évident d'en parler. Vous savez, j'étais opéré en 2016 et j'en parle publiquement depuis 1 an ou 2. Voilà. Donc il a fallu digérer. Il faut digérer tout ça avant de pouvoir en parler. Ce qui n'empêche pas d'intervenir dans l'association depuis plusieurs années, mais en recul par rapport à son cas personnel. Bon. La chance que j'ai eue, je reviens effectivement sur l'intérêt, il n'y a pas que l'intérêt physique à se préparer avant la chirurgie. Parce que parler avec
un kiné avant l'opération, parler avec un psycho-oncologue, ça veut dire qu'on libère déjà, c'est-à-dire qu'ils connaissent très très bien leur boulot, quoi. Ça veut dire qu'ils vous préparent. Vous avez déjà lâché un peu de pression avant même que ça arrive. Ça me paraît très très important. Il y a un autre élément, alors je n'irai pas sur ce terrain de la représentation, de la virilité, tout ça, parce que d'autres en parlent beaucoup mieux. Maintenant, le parallèle avec les femmes me paraît important, parce que je pense que les hommes peuvent pendant très longtemps passer entre les gouttes de l'examen médical. Les hommes jeunes, on ne les prépare pas à avoir des consultations médicales de prévention, en fait. Et en plus, c'est un cancer silencieux. Donc, ça retarde encore un peu plus le moment où l'homme va consulter. Et parfois, c'est effectivement trop tard. Oui. Ce que vous voulez dire par là, c'est que les femmes, elles ont l'habitude parce qu'il y a les grossesses, parce que donc elles ont l'habitude de voir des médecins. Donc la parole, c'est plus facilement libérée. C'est-à-dire que c'est le même sujet de pudeur quand même. Hein. C'est pas plus facile pour les femmes que pour les hommes, je crois, d'en parler. Simplement, j'aime pas trop habitude, mais oui, il y a une forme d'habitude, de rendez-vous médicaux que les hommes n'ont pas forcément. Giacomo Di Falco, pourquoi, à votre avis, les hommes ont un peu plus de difficultés à parler de leurs problèmes intimes, et en particulier de celui-là? Eh bien, parce que c'est peut-être une légende qui perdure aussi. C'est-à-dire que, à force de le penser, on finit par éduquer nos enfants à cette idée aussi. Et parfois, on peut se surprendre à dire à un garçon, par exemple, qu'un garçon ne pleure pas, et parce qu'on nous a appris ça aussi avant, et c'est comme ça qu'un conditionnement perdure. En réalité, c'est toute une question d'éducation, en effet, en grande partie. Il y a même des chercheurs en psychologie qui ont démontré que, effectivement, les filles étaient plus valorisées par les parents lorsqu'elles exprimaient leurs émotions que les garçons qui, eux, exprimaient plutôt une forme de vulnérabilité. Et on voit que ça peut perdurer à l'âge adulte et puis parfois donner des situations très, très spécifiques de réaction à des événements de la vie. Hein. Est-ce que, à votre avis, l'incontinence est un sujet plus ou moins tabou que les problèmes d'érection, toujours dans ce cadre du cancer de la prostate? En psychologie clinique, on a tendance à dire que chaque personne est différente. Et je m'avancerai un peu vite en disant que l'un est plus important que l'autre parce que ça dépend des gens. Vraiment, une personne peut-être sera plus marquée par les problèmes d'incontinence que les problèmes d'érection et inversement. Il n'y a pas de règle dans ce niveau. Fabrice Bossard, vous représentez Sérum, une association qui vient en aide aux hommes atteints de cancer. Comment ceux qui s'adressent à l'association abordent cette problématique de l'incontinence? Et puis d'abord, est-ce qu'ils osent le faire? Alors avant ça, j'aimerais bien peut-être rebondir sur ce que, Bien sûr. sur ce que disait Giacomo. Est-ce qu'il y a un effet qui est pire que l'autre? Je ne sais pas, mais ce ne sont pas les mêmes leviers. En fait. Parce que la sexualité, les problèmes d'érection, c'est de la sphère privée, c'est de la sphère intime. L'incontinence urinaire, c'est bien sûr dans la sphère intime familiale, mais c'est quelque chose qui est potentiellement visible en société, donc humiliant. C'est-à-dire qu'il est arrivé à beaucoup d'hommes, dans une réunion, en voiture, etc., d'avoir une fuite urinaire. Et là, c'est quand même un peu la panique. Vous voyez, c'est stigmatisant. Et avec Sérum, on rencontre beaucoup de patients, d'anciens patients. Et vraiment, ce qu'on entend, c'est que l'incontinence urinaire, je pense, est un peu plus dévastatrice dans la représentation sociale que les problèmes de sexualité. Pardon, je voulais revenir sur Non, mais c'est en même temps la question que je vous posais, c'est-à-dire les hommes qui vous parlent, qui parlent à l'association, qu'est-ce qu'ils disent au fond? Et peut-être que c'est ça la réponse. Est-ce qu'ils ont l'air gênés par l'incontinence? C'est un peu lié aussi à ma précédent propos. Certains hommes appellent, prennent contact. On a un centre d'écoute chez Sérum, donc ils peuvent appeler. Le lundi, ils ont des patients. Le mercredi, ils peuvent avoir des médecins. Assez souvent, ce sont les proches qui appellent, conjoints, qui appellent pour... et quand ça appelle, ça veut dire on sent très très bien qu'il y a une espèce de saturation dans la sphère familiale, d'où l'importance aussi d'aller parler à l'extérieur. Ça, on ne dira jamais assez. C'est vraiment très important parce que ça pèse sur la sphère familiale.
Et les appels portent beaucoup plus souvent sur des problèmes liés à la sexualité que sur l'incontinence. Donc il faut aller chercher vraiment le sujet. Alors, il me semble aussi, j'en profite, je pense que systématiquement, les professionnels de santé, quand ils ont sous la main un patient ou un ancien patient, parce qu'on peut être guéri et se traîner les problèmes d'incontinence pendant longtemps, hein. Parler de 10% à 1 an, mais même si c'est 5%, ça fait quand même tous les ans 2500 hommes qui se traînent des problèmes d'incontinence, et je ne suis pas sûr que tous en parlent. Donc, leur poser systématiquement la question de savoir s'ils ont des problèmes. Parce que tous n'appellent pas les associations. Exactement. Alors, docteur Lebac, comment ça se passe en consultation? Pourquoi est-ce important d'en parler? Et est-ce que vos patients vous en parlent de façon totalement ouverte, ou est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher l'information? Alors, tout dépend du degré de gêne du patient, en effet. S'il y a un énorme retentissement sur la qualité de vie, parce qu'il y a des patients pour lesquels ils mettent des protections 3 ou 4 fois par jour, et ça ne les gêne pas, alors que d'autres ne prennent même pas de protection. Et les quelques petites gouttes qu'il y a altèrent vraiment leur qualité de vie. Donc, en effet, c'est très important de l'évaluer quasiment de manière systématique pour évaluer non pas le degré d'incontinence, mais surtout le retentissement sur la qualité de vie. Ouais. C'est surtout la qualité de vie qu'il y a. Anne Bouchardy, pensez-vous aussi que c'est important de libérer la parole sur ce sujet? Oui, moi je pense que c'est très important de libérer la parole pour que les patients puissent en parler, pour dédramatiser, pour que ça devienne normal d'en parler, et surtout pouvoir leur proposer des traitements. La rééducation périnéale marche très très bien sur ce type d'incontinence. Giacomo Di Falco, quels conseils pourriez-vous donner à des patients pour qu'ils en parlent, tout simplement? Pour qu'ils en parlent aux professionnels de santé, à leur compagne ou leur compagnon? Pour rebondir sur ce que disait Fabrice juste à l'instant, en effet, il y a un moment où intrafamilialement, ça devient assez pesant. Différentes raisons, soit parce qu'on parle trop, soit parce qu'on ne parle pas assez d'ailleurs. Parce que parfois, on en parle trop et tout le monde en a un peu marre. Et puis, il y a des autour. angoisses qui sont contagieuses, d'une certaine façon. Et parfois, on n'en parle pas du tout pour se protéger les uns les autres. Donc, le patient n'en parle pas à sa famille et la famille n'en parle pas au patient. C'est là qu'il peut être une bonne idée d'aller voir quelqu'un à l'extérieur, en dehors de la bulle, parce que... Alors, ça peut être un psychologue, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être un soignant en qui on a confiance. Anne, qui est kiné, a été aussi formée à recevoir la parole des gens. Et ça peut se faire très très bien si c'est une personne de confiance. Le tout, c'est de pouvoir commencer à verbaliser. Parce que quand c'est des angoisses qui sont dans la tête, c'est un petit peu un capharnaüm. Quand on organise les mots et qu'on les sort en un fil conducteur, ça permet de mieux s'en débarrasser. C'est un petit peu classique pour un psy de dire ça, mais au fond... mais c'est toujours vrai, au fond. Je ne peux pas dire plus simple, voilà, c'est ça. Quelle est la place de l'aidant pour libérer la parole? Si vous parliez de la famille, la compagne, le compagnon, est-ce que... L'aidant, il est très important. Je considère qu'il fait partie d'une forme de triade entre le patient, le soignant et l'aidant. Et si on a un des trois qui va pas bien, le patient ne va pas très bien non plus. L'aidant, on a tendance à l'oublier. Alors peut-être de moins en moins parce qu'aujourd'hui, on focalise un peu plus notre attention sur lui. Mais un psy, par exemple, ou un autre soignant, ou le médecin aussi qui peut recevoir l'aidant et le patient, eh bien, ça peut être aussi une bonne solution pour pouvoir mieux communiquer avec les proches, avec l'aidant, celui qui est identifié comme étant l'aidant, justement. Et donc, il faut qu'il se sente légitime dans sa façon de pouvoir extérioriser aussi ce qu'il ressent. Fabrice Bossart, quelle est la place de la compagne ou du compagnon dans l'aide qu'ils peuvent apporter à dédramatiser cette situation? Ça, c'est un vaste sujet, en fait. Et quand j'écoute, je me pose la question, il faut se rappeler que tabou, c'est un terme anglo-saxon, et tabou en français, c'est interdit. Interdit, ce qui est interdit, on le cache, c'est pas normal, quoi. Et il y a le lieu du tabou. Enfin, moi, à force d'écouter des témoignages, d'échanger, le lieu du tabou, l'arbre que peut cacher la forêt, voyez, où on se dit, en principe, que la personne en parle chez elle et on parle pas à l'extérieur, mais ça peut être l'inverse. Ça, c'est tout aussi délétère. Et autre chose sur laquelle je voudrais revenir, vous allez dire, je fais ce parallèle aussi avec les femmes, mais les hommes ont beaucoup à apprendre de ce qu'ont fait les femmes, ce que vous disiez. Et
l'autre jour, il y a un monsieur que je rencontre dans le cadre d'une permanence qui dit, vous vous rendez compte, il y avait de la colère chez lui. Il dit, moi, ça fait 5 ans que je porte des couches. Bon. Là, il faut initier le dialogue. La première chose, alors déjà pour moi, la première chose, c'est de recentrer le débat. Recentrer. Et votre cancer, le problème principal, comment ça va? Est-ce qu'il est contenu? Est-ce que vous êtes guéri? Donc déjà là, oui, bah ça va, c'est réglé. C'est une chose. La deuxième chose, c'est peut-être un peu brutal. Moi, j'ai tendance à dire, premièrement, plutôt que de dire que vous portez une couche, peut-être que vous utilisez des protections. Vous voyez? Et là, on oriente. Deuxièmement, rappeler peut-être que les femmes, pendant une grande partie de leur vie, sont amenées à utiliser des protections. On se remet sur un pied d'égalité. Et enfin, sur certains événements de la vie, les femmes sont amenées, maternité, chirurgie, gynéco, à faire de la rééducation périnéale, comme on le propose aux hommes qui ont été opérés. L'idée n'est pas du tout de banaliser, mais de normaliser. Je pense que c'est un retour à la normale, ça permet, selon moi, enfin, ça n'engage que moi, hein, mais ça permet d'initier le dialogue de manière plus sereine, en fait, avec la personne. Parce que très souvent, ça démarre sur un propos de colère. Vous voyez ? Et puis, ça permet de diminuer certainement le sentiment de honte à partir du moment où on normalise un petit peu de honte, la situation. d'injustice. Voilà, on passe par tout un tas de blessures, d'émotions. Et se remettre, vous savez, il y a ce fameux vieil adage je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. Mais c'est un peu vrai, là, en fait. Une des raisons pour lesquelles il faut oser en parler, c'est qu'il existe des solutions pour vaincre totalement ou en partie l'incontinence qui est liée au traitement du cancer de la prostate. Docteur Lebacle, est-ce qu'il y a d'abord, et on en a parlé tout à l'heure, des moyens d'agir préventivement avant même d'être opéré? Vous parliez de prise en charge préventive tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut aller faire des séances de rééducation avant même l'opération? Oui, alors déjà, l'incontinence n'arrive pas à tous après la chirurgie. Et c'est d'abord le choix du traitement. On va plutôt privilégier la chirurgie pour les patients qui sont plus jeunes. Pourquoi cela ? Parce qu'ils auront moins d'effets secondaires à distance de la radiothérapie et surtout, ils récupéreront plus vite de l'incontinence. Par ailleurs, les patients qui ont d'autres comorbidités comme le diabète, notamment, qui abîment déjà les vaisseaux et les nerfs, ces patients-là auront plus de mal à récupérer pour ce qui est de la continence. Et en plus, pour tous les patients qu'on va opérer, je pense qu'il est vraiment primordial qu'ils aient conscience de leur corps et de faire une séance, au moins une séance de kinésithérapie avant, parce que certains hommes n'ont aucune connaissance de leur sphincter et de savoir comment contrôler leurs urines pour éviter l'incontinence. Est-ce qu'il faut aussi, donc après l'intervention, avant de proposer des traitements, est-ce qu'il faut évaluer l'incontinence? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour le faire? On parle aussi d'un bilan urodynamique. En quoi consiste-t-il? Alors oui, en effet, il faut absolument évaluer cette incontinence pour, notamment, comme je le disais tout à l'heure, évaluer le retentissement sur la qualité de vie, c'est vraiment le numéro 1. Et ensuite, d'un point de vue plus technique et médical, on peut évaluer cette incontinence en faisant un pas de test. Alors, pas de test, c'est quoi? C'est tout d'abord demander au patient combien de protections il doit prendre par jour. Et il y a aussi des pas de test où c'est vraiment normé sur 24 heures. Les patients doivent monter tel et tel nombre d'escaliers, tout ça. Ça, on le fait de manière vraiment plus rare. Ce que je fais également, et ce qu'il n'est pas forcément recommandé de faire de manière systématique, mais c'est aller voir à l'intérieur, en fait. Faire une urétro-cystoscopie avec une petite caméra en consultation pour aller voir si le sphincter se contracte. S'il se contracte vraiment de manière très forte, peut-être qu'une solution chirurgicale qui n'est pas sphincter urinaire artificiel mais la bandelette pourrait être proposée pour ce type de patient. Et dernièrement, vous l'évoquiez, le bilan urodynamique. Alors, le bilan urodynamique post-chirurgie, on ne le fera pas forcément de manière systématique, notamment lorsque ce sera une incontinence, comme le disait notre ami kinésithérapeute, d'effort pur, c'est-à-dire les patients qui ont simplement des fuites lorsqu'ils portent des choses, lorsqu'ils toussent. Cela, le mécanisme est assez connu, c'est plutôt le sphincter qui ne fonctionne plus du tout. En revanche, s'il y a une composante d'urgence, si c'est des fuites au repos, lorsqu'il y a une envie d'uriner un peu inopinée qui aboutit à une fuite, là, le bilan urodynamique pourra être utile, parce qu'on pourra associer à la rééducation d'autres traitements médicamenteux ou des injections
que l'on ne fera pas forcément. On va en parler. Alors parlons déjà de la rééducation. Anne Bouchardy, quelles sont les solutions qu'on peut proposer à ces incontinences, puisqu'il y en a plusieurs, vous les avez expliquées? C'est la rééducation périnéale. En fait, c'est les... Oui, et concrètement, en quoi consiste cette rééducation? Alors, la rééducation, elle consiste, c'est un muscle donc, qui est à l'intérieur, le muscle du périnée. C'est une rééducation qui va consister à renforcer ce muscle du périnée pour limiter les fuites urinaires. Accompagner, c'est un travail global d'accompagnement du patient sur effectivement améliorer sa qualité de vie, accompagner, donner des conseils d'auto-rééducation. Est-ce que cela ressemble à la rééducation que connaissent les femmes après un accouchement? Tout à fait, c'est le même principe. C'est la même chose, c'est un muscle qui est à l'intérieur. C'est une rééducation qui est pratiquée à l'aide d'une sonde de rééducation. Chez l'homme, ce sera une sonde anale qui sera placée dans l'anus, qui sera reliée à une machine pour faire de l'électrostimulation. Est-ce que la rééducation est suffisante dans la majorité des cas? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il faut aussi évaluer les solutions connectées avec une rééducation, avec des applications, une application qui peut proposer une rééducation qui peut être réalisée sans kiné à domicile? C'est aussi à évaluer? Ou est-ce que c'est un gadget? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Je pense qu'au début, il peut y avoir des séances de kinésithérapie et ça peut être une solution d'entretien pour les gens qui doivent refaire de la kinésithérapie par la suite. Peut-être le faire avec ces astuces, peut-être le rendre un peu plus ludique. Oui, tout à fait. Les patients, c'est aussi un peu à la demande du patient. Il y a des patients qui ne veulent pas du tout entendre parler d'applications ou d'autres choses que la rééducation proprement dite dans un cabinet de rééducation. Et il y a aussi pas mal de patients qui nous demandent effectivement s'il y a des choses qu'ils peuvent faire chez eux. Il y a des appareils d'électrostimulation qui peuvent être achetés par les patients. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter aux patients, pas imposer aux patients d'acheter tel type d'appareil pour travailler chez lui. Il faut vraiment adapter Donc il y a en vraiment fonction de sa demande. Un panel de solutions Oui. Pour chaque cas. Oui, qui peuvent être complémentaires effectivement à la rééducation. Fabrice Bossart, que vous rapportent les patients qui contactent l'association Sérum? Est-ce facile d'abord de trouver un kiné spécialisé dans la rééducation? Dans ce type de rééducation, parce que ce n'est pas le même kiné que celui qui s'occupe du dos. C'est des kinés spécialisés. Alors, je vais prendre les deux casquettes. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'hôpital où j'ai été opéré a un service de rééducation. Donc, j'ai pu faire ma rééducation sur place. Maintenant, Mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et trouver des kinés de ville qui proposent ce type de rééducation, c'est difficile. Moi-même, je n'ai appris que plusieurs années après qu'il y avait un réseau, par exemple, le réseau AFREP, qui propose, un réseau de kinés, qui propose de trouver des adresses de kinés. Vous voyez, c'est même pas évident. Même au sein des assos, on n'avait pas forcément l'information très tôt. Et il y a quand même une autre difficulté, c'est qu'une fois que le patient est sorti de la sphère hospitalière, il est seul. Et donc, encore une fois, il peut être guéri, il va avoir un rendez-vous de contrôle, ou il va avoir un rendez-vous avec son oncologue, son urologue tous les 6 mois ou tous les ans, parfois pas en visio, parfois par téléphone. Vous imaginez par téléphone, une fois par an, évoquer un problème comme ça, et qu'est-ce qui se passe entre ces 6 mois et ces 12 mois? C'est là que le rôle des associations me semble primordial. C'est là qu'il est très important que les associations travaillent la main dans la main avec les équipes soignantes. C'est-à-dire qu'un patient à qui on annonce un cancer, dès le début, je pense qu'il faudrait lui donner l'information de l'existence d'associations. Il y en a plusieurs, quelles qu'elles soient. Ça devrait être dans les livrets d'accueil qui sont remis dans les hôpitaux dès le départ. Ça me paraît très important que l'info, parce que l'info ne se perd pas, vous voyez, à un moment donné, alors que quand le patient est seul, se traîne des incontinences, doit aller chercher les solutions, c'est très compliqué. Et est-ce qu'il arrive que des patients renoncent faute de kiné spécialisé, docteur Lebac? Est-ce que ça... Il y a des patients qui vous disent non, moi, je n'ai pas trouvé de kiné, donc je n'arrive pas à régler le problème? En effet, c'est quelque chose à laquelle on est confronté de manière assez fréquente.
Et avec le temps, il se peut que la continence récupère seule, mais s'ils n'ont pas eu du tout de rééducation dans leur prise en charge de l'incontinence, pourquoi leur proposer de la chirurgie alors que vraiment la rééducation pourrait les guérir? Donc là, c'est notre rôle en effet de les rediriger vers, pourquoi pas, des associations de patients ou des associations de kinésithérapeutes pour les aider à trouver un kiné qui va les guérir. Il faut les prendre en charge, bien sûr. Anne Bouchardy, combien de séances de kinésithérapie spécialisées sont nécessaires? En général, bien sûr, chaque cas doit être particulier, mais... En général, en moyenne, je dirais 10-15 séances. 10-15 séances sont nécessaires. Il y a des patients qui en font moins, s'ils récupèrent rapidement. Après, encore une fois, c'est en fonction de la qualité de vie, de comment ressent le patient. Il y a des patients qui vont avoir pratiquement pas d'incontinence, une goutte par jour, mais qui vont vouloir continuer la rééducation parce que pour eux, c'est pas supportable. Et d'autres patients qui vont faire le choix d'arrêter avant. En général, 10-15 séances, c'est bien, mais on peut les garder plus longtemps Et s'il y a besoin. quand ce cycle de la dizaine ou la quinzaine de séances est terminé, est-ce qu'il faut parfois une piqûre de rappel dans le temps, quelques mois plus tard, ou est-ce que... Alors, normalement, non. Une fois que la continence est acquise, il n'y a pas nécessairement besoin de refaire une série de séances, sauf effectivement après un traitement complémentaire comme la radiothérapie. Ça peut altérer un petit peu la continence. À ce moment-là, ça peut être important de revenir consulter, faire des séances de rééducation. Et puis, moi, j'ai constaté les patients qui ont acquis une continence après l'intervention, en vieillissant, donc 10 ans, 15 ans après, finalement, peut-être que le périnée se relâche un petit peu et à ce moment-là, ils ont à nouveau quelques fuites urinaires. Pour ces patients-là, ils viennent, je vais dire, tous les 2 ans faire 5 séances. Pas hésiter. Dès qu'il y a à nouveau un symptôme, il ne faut surtout pas hésiter à peut-être en parler à son urologue, à son médecin et à revenir faire des piqûres de rappel. Ça marche. Docteur Lebacle, à quel moment faut-il penser à la chirurgie pour traiter l'incontinence? Alors oui, en effet, tout à l'heure, je vous parlais des incontinences temporaires ou définitives. Donc c'est plutôt aux patients qui ont une incontinence définitive, c'est-à-dire qui a résisté aux autres thérapeutiques avant, pour lesquels on va proposer des solutions chirurgicales. Alors, quelles sont ces techniques chirurgicales, lesquelles ont fait leurs preuves? Alors, les techniques chirurgicales, je vous parlais tout à l'heure en urétrocystoscopie, c'est des patients qui ont un sphincter qui se ferme bien ou qui n'ont pas beaucoup de fuites urinaires. Là, c'est des patients pour lesquels on va pouvoir proposer la bandelette sous-urétrale. C'est un peu le même mécanisme que pour les femmes. C'est une bandelette synthétique qu'on va aller mettre en place sous anesthésie générale en faisant une intervention et une incision au niveau du périnée. C'est comme un voile de mariée qu'on va aller fixer sur les parois autour. Il y a 4 branches qu'on va aller fixer autour de ça. Et ça va soutenir les muscles du périnée pour aller réintégrer finalement le sphincter à la bonne place et obtenir une continence dans 60 à 80% des cas pour ces patients. Donc, à peu près la même efficacité que pour les femmes là, qui on propose ces mêmes bandelettes? C'est ça. Si l'indication est bien posée pour des patients qui ont des fuites de faible quantité et un sphincter qui est compétent, eh bien, la bandelette sous-urétrale peut vraiment être une solution pour eux. Et les effets secondaires, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il faut en citer? En effet, c'est une intervention chirurgicale et c'est pour ça qu'on va la proposer uniquement en cas d'échec des solutions non chirurgicales. Avec ce type de bandelette, il peut y avoir des risques d'érosion, notamment chez les patients qui ont eu de la radiothérapie, c'est-à-dire la bandelette qui finalement se retrouve à traverser l'urètre et à se retrouver dans la vessie ou dans l'urètre. Ça, c'est la complication principale. Certains patients peuvent décrire des douleurs ou de l'inflammation au niveau du tissu étranger. Est-ce que le ballon ou la bandelette, c'est la même chose? Alors oui, en équivalent de la bandelette sous-urétrale que je vous disais, on peut aussi mettre en place des ballons périurétraux. Donc ça se met également sous anesthésie générale au bloc opératoire et on va les positionner juste de part et d'autre du sphincter urinaire. D'abord, on va les laisser non gonflés et ensuite, en consultation, on pourra, là on parle un peu de cancérologie, mais les patients qui ont une chambre implantable ou des choses comme ça, on a un petit capteur dans lequel on va réinjecter 1 ou 2 millilitres d'eau pour aller gonfler ces ballons et ajuster le soutien du sphincter en fonction des fuites du patient. Donc c'est un peu adaptable.
Et c'est adaptable aussi dans le temps, c'est-à-dire s'il y a moins de fuite, vous pouvez dégonfler en quelque sorte le oui, ballon. c'est plus rare qu'on le fasse dans ce sens-là, parce qu'on est content Et quand il n'y a plus de fuite. parfois, Voilà. Et parfois, Mais parfois, en effet, il faut peut-être augmenter la réinjecter plus tard. pression. Et alors, est-ce qu'on sait dans quel cas il faut privilégier l'un ou l'autre, la bandelette ou le ballon? Alors, c'est aussi en fonction du chirurgien à quelle technique il a été formé. Mais pour moi, les indications sont un peu les mêmes pour la bandelette ou pour les ballons. Alors, quand l'incontinence est beaucoup plus importante, quand elle est majeure, que faut-il faire? Alors là, c'est à ce moment-là où on va essayer de remplacer le sphincter urinaire autonome volontaire par une manchette, c'est-à-dire une bandelette qui est gonflable et qui va se mettre autour de l'urètre. Et puis, il y a 3 composants finalement de ce sphincter urinaire artificiel. Il y a cette manchette. Donc c'est ça, ce qu'on appelle le sphincter artificiel. Sphincter urinaire artificiel, c'est ça. Il y a cette manchette qu'on met autour de l'urètre, une pompe manuelle qui se met dans le scrotum, qui est vraiment petite, c'est plus petit que le testicule, et un réservoir qui est au niveau de l'abdomen, qui est rempli d'eau. Et le patient, lorsqu'il va ressentir le besoin d'uriner, il va aller appuyer sur la pompe pour ouvrir la manchette et laisser le temps d'uriner. Ensuite, ça va se refermer tout seul. Donc ça, c'est pour vraiment les fuites très importantes, les patients qui portent plusieurs protections par jour, échec de rééducation, et souvent plusieurs mois après l'intervention. Et c'est un dispositif médical qui est bien toléré, les patients savent bien le manier, ils en prennent vite l'habitude. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vérifier à l'avance, en effet. Souvent, les patients que l'on opère sont des patients jeunes et qui ont toutes leurs facultés, que ce soit notamment la pince pouce index pour aller appuyer sur cette pompe. Et c'est vraiment des choses à vérifier à l'avance avant de proposer ce type de chirurgie, en effet. Anne Bouchardy, vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire. Quel est le parcours du patient qui doit se tourner vers la chirurgie? Quel est ce processus au fond? Alors effectivement, je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a un urologue, une psycho-oncologue, une infirmière d'annonce et une kiné, moi. Et en fait, cette équipe elle a la particularité d'intervenir en amont de la décision thérapeutique. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, le chirurgien adresse donc au kiné, à l'infirmière et au psycho-oncologue, nous adresse les patients. Moi, en tant que kiné, je vais leur expliquer pourquoi il peut y avoir des incontinences, en quoi consiste la rééducation, où se trouve leur périnée, prise de conscience du périnée. Je les fais également travailler pendant cette séance. Et je fais un compte-rendu de la séance au chirurgien. Ça va être un des éléments avec le psycho-oncologue et l'infirmière, un des éléments, et bien sûr avec le patient, pour choisir soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Et est-ce que le patient peut être en tous les cas associé au choix thérapeutique? Toujours, oui, bien sûr, oui. Giacomo Di Falco, est-ce qu'un accompagnement psychologique est conseillé, voire systématiquement proposé aux patients qui doivent subir une chirurgie? Alors, systématiquement proposé, oui, mais on doit absolument fonctionner à la demande du patient. On ne peut pas imposer une consultation psy à quelqu'un pour la simple raison que tout le monde n'a pas besoin d'un psy à ce moment-là. Ça peut être plus tard aussi. Dans le parcours, oui. Voilà, dans le parcours, mais il y a quelque chose de très important, c'est qu'on a bien compris que c'était un parcours... ça peut être un parcours un peu chaotique. Il y a beaucoup de choses. En termes de mécanique, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'examens, beaucoup d'actes médicaux, etc. Et le patient peut assez vite avoir une forme de sentiment de passivité par rapport à ce vécu, par rapport à ce parcours de soins. Et le besoin de rester acteur de sa vie et de lui-même et de ce qui lui arrive, de ses décisions pendant ce parcours, est vraiment fondamental. Parce que quand il a l'impression de perdre ça, généralement, ça ne sent pas bon pour la suite.
Et quand l'incontinence a été traitée, que ce soit par kinésithérapie spécialisée ou par une technique chirurgicale, est-ce que les sentiments négatifs dont on parlait tout à l'heure en début d'émission, les sentiments négatifs qui accompagnent cette incontinence disparaissent? Est-ce que s'il y avait déprime ou dépression, voilà, tout ça s'allège? Généralement, j'ai envie de dire oui, mais ça dépend à quoi est relié le vécu de la maladie et du parcours de soins en regard d'autres choses que peut-être le patient ne nous a pas dit. Il y a effectivement, par exemple, le problème d'incontinence peut faire référence spécifiquement à un vécu émotionnel de honte qui pouvait être lié à une expérience d'énurésie pendant l'enfance. C'est un exemple. Mais parfois, ça ressort à ce moment-là. Donc même quand le problème n'est plus là, les conséquences psychologiques du problème peuvent perdurer. Généralement, quand on récupère justement ses activités, ses passe-temps et sa qualité de vie, ça va mieux. Mais ce n'est pas vrai dans 100% des cas. D'où l'intérêt de consulter un psycho-oncologue. En tout cas, si on sent qu'il y a un problème, effectivement, vaut mieux consulter plutôt que d'attendre que ça dégénère. Prennent des proportions très importantes en tous les cas. Fabrice Vossart, est-ce que les patients, dans l'ensemble, sont bien informés des différentes solutions thérapeutiques qui vont pallier cette incontinence? C'est très variable, en fait. L'association de patients, telle que je la vois, c'est une forme de filet. Voilà. Puis on essaie d'avoir des mailles les plus fines possibles. C'est-à-dire qu'il y a les patients qui vont appeler spontanément, et ceux-là, en général, se sont renseignés sur Internet. Quand on commence à discuter, ils connaissent tout, sur toutes les solutions, les bandelettes, les sphincters artificiels. Ils attendent celui qui sera automatique et non plus manuel, etc. Ils savent. En revanche, donc on se dit, mais pourquoi ils m'appellent, en fait? C'est qu'il y a bien un sujet. Soit ils sont perdus dans la hiérarchisation des solutions. Est-ce que cette solution-là s'applique à mon cas? Est-ce que après on creuse, quoi, selon le temps qui s'est écoulé depuis la chirurgie? Parfois, il y a des patients qui sont désespérés au bout de 4 mois et d'autres qui appellent au bout de 5 ans où on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Donc là, le rôle de l'association, c'est vraiment un rôle de passeur, en fait. On est là pour aider à passer une période qui est très difficile pour la qualité de vie. Et c'est là qu'il faut identifier pas seulement la solution technique, c'est pas à nous de donner la solution technique, mais peut-être de réorienter pour un deuxième avis, parce que si le patient est totalement perdu, c'est peut-être que son interlocuteur n'est pas suffisamment présent. C'est l'occasion de rappeler que voir un psycho-oncologue est peut-être intéressant pour aborder cette phase-là. Vous voyez, donc les mailles du filet, plus elles sont étroite et plus on va pouvoir orienter, aider et apporter une aide et une solution. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on évoque la qualité de vie des patients qui souffrent d'une incontinence dans le cadre d'un cancer de la prostate. Est-ce que d'abord les choses ont évolué? Qu'est-ce que vous aimeriez dire les uns et les autres sur ce sujet pour conclure cette émission? Peut-être on commence par vous, Giacomo Di Falco. Comment vous avez vu les choses évoluer ces dernières années? Est-ce qu'il y a du positif? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a quand même, à l'hôpital en tout cas, beaucoup plus de place pour la parole des gens, parce que il n'y a plus que les psys qui les écoutent, mais je constate que de plus en plus de soignants sont aussi formés, par exemple, à l'hypnose, par exemple, enfin, à des techniques de sciences humaines, en tout cas, qui permettent de recueillir les doléances du patient, ou alors, ou en tout cas, d'essayer de trouver des solutions à ses problèmes. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on arrive un peu plus à avoir une forme de démarche intégrative par rapport aux soins d'une personne. C'est plus juste un corps qu'il faut soigner, mais c'est aussi un corps qui parle et qui a des choses à dire au sujet de son vécu, de la maladie, et qui a des choses à nous dire sur comment il peut garder sa qualité de vie, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. Soigner coûte que coûte, c'est pas non plus une solution. Donc on ne soigne pas que le cancer aujourd'hui, on soigne l'après-cancer. Disons qu'en tout cas, l'esprit et le corps sont vraiment à prendre en considération dans le soin, et j'ai l'impression qu'on le fait plus ces derniers temps, effectivement. Anne Bouchardy, quel serait votre message à faire passer? Comment avez-vous aussi vu évoluer les choses ces dernières années? Est-ce que
on va vers un mieux-être pour ces patients qui souffrent d'incontinence. Oui, je pense que maintenant, enfin moi ça fait de nombreuses années que je fais ça. Je pense que maintenant les indications aussi, on opère des patients beaucoup plus jeunes qu'il y a quelques années. Les indications sont peut-être un petit peu différentes et on prend vraiment en compte la qualité de vie qu'elles peuvent avoir après, en tout cas sur les incontinences. Et ils sont, je pense aussi, comme Giacomo, moi je travaille en milieu hospitalier, ils sont beaucoup plus... Il y a encore plus une équipe autour d'eux, ils sont vraiment très encadrés, y compris à la sortie de l'hospitalisation, quand il y a plus, quand ils voient leur chirurgien beaucoup moins souvent, ils peuvent voir les kinés, ils peuvent voir les psychoncologues, et je pense qu'il y a un encadrement beaucoup mieux. Donc un patient qui souffre d'incontinence suite Oui. à un cancer de la prostate aujourd'hui, c'est pas la même prise en charge qu'il y a 20 ans. Non. Ça a Ah non. progressé. Oui, oui, oui. Docteur Lebac, là, comment vous voyez les choses? Moi, ce que je constate en tant que chirurgien, c'est l'évolution des indications et la prévention pour éviter ces problèmes d'effets secondaires, Donc d'incontinence. il y a beaucoup plus de prévention qu'il y a quelques années. C'est ça, c'est poser la bonne indication, c'est arrêter le surtraitement, la surveillance active qui a vraiment bouleversé le traitement du cancer de la prostate. Et Oui, comme parce ça, qu'avant, opère on se beaucoup moins de faisait patients. opérer un peu systématiquement. C'est ça. Donc maintenant, il ne faut pas hésiter à aller demander plusieurs avis pour savoir si l'indication d'opérer est nécessaire. Et une fois que l'indication a été posée, la kinésithérapie préopératoire, pour moi, est importante. Donc, Fabrice Bossart, comment vous voyez les choses? Comment les choses ont évolué ces dernières années? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les patients et demain aussi? Comment ça va se passer? Alors déjà, il y a un espoir médical, parce qu'on observe chaque année des avancées en termes de traitement, de prise en charge, de qualité de la prise en charge aussi. Et vraiment, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une homogénéisation de cette prise en charge. Et je reprends l'exemple de l'équipe pluridisciplinaire à laquelle appartient Anne Bouchardy. Pour moi, aujourd'hui, c'est le bon exemple. C'est-à-dire qu'un patient à qui on annonce un cancer, alors je mets de côté le choix, la décision partagée aussi du traitement, ça me paraît important, mais tout ce qui sera dit, expliqué, désamorcé en amont du traitement, que ce soit une chirurgie, que ce soit une radiothérapie, une chimiothérapie, tout ce qu'on veut, ou une surveillance active, tout ce qui sera dit en amont améliorera la qualité de vie du patient en aval. Enfin, ça me paraît indispensable. Et en ça, le travail pluridisciplinaire, urologue ou oncologue, infirmière d'annonce ou infirmière de pratique avancée, mais ce n'est pas très répandu pour l'instant. Ça, j'insiste là-dessus, parce que l'infirmière de pratique avancée peut faire ce lien entre les visites à l'urologue ou à l'oncologue. Vous voyez, elle est le contact qui peut être quotidien. Enfin, et puis quotidien, ça fluidifie ponctuel, ce parcours de soins. Ça fluidifie le parcours de soins, le psycho-oncologue, avec cette équipe-là, et qui intervient très en amont de la prise en charge, ça garantit vraiment, ça libère la parole tout de suite, ça s'assure que le patient ne passe pas entre les mailles du filet et se retrouve tout seul sans solution. Donc votre vœu, c'est qu'il y ait davantage d'équipes pluridisciplinaires pour que tout soit plus facile pour les patients. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un protocole de prise en charge qui devienne standard. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur plusieurs supports, le site internet et les réseaux sociaux de Sérum, les réseaux sociaux de 10 mois santé, la page YouTube du laboratoire Bayer. Vous pouvez aussi retrouver les 2 premières émissions consacrées au cancer de la prostate. Ainsi se termine ce programme. Merci à vous de l'avoir suivi.